Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau webinaire. Employeurs, soyez déjà prêts pour la deuxième partie. Nous avions effectivement déjà abordé le sujet la semaine dernière au sujet du licenciement économique, parce que vous savez qu'en mesure de toutes les mesures de soutien proposées actuellement par l'État, la crise sanitaire va certainement précipiter un grand nombre d'entreprises dans les prochaines semaines face à des difficultés, notamment au niveau de restructuration possible et qui peuvent être lourdes de conséquences sur leurs effectifs. Et l'idée aujourd'hui avec vous, c'est de réévoquer ensemble le licenciement économique. On avait abordé lors d'un premier webinaire la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en replay, hein, on vient de le proposer. Donc, on a abordé tout ce qui est cause, motif et conditions de mise en place du licenciement économique. Aujourd'hui, en deuxième partie, avec Audrey Picard, du cabinet Lobac sur Paris, on va aborder en fait toutes les obligations d'après licenciement, ainsi que toutes les autres alternatives que vous pouvez mettre en place, qui sont possibles face au licenciement. Et donc, je vous propose de retrouver Audrey pour poursuivre cette animation. Merci Katia. Alors bonjour à tous et bienvenue donc dans cette seconde partie de ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les modes alternatifs au licenciement et également les suites du licenciement, enfin les modes alternatifs au licenciement économique et les suites du licenciement économique. Parce que comme nous le verrons ensemble, le licenciement économique n'est pas sans conséquence une fois qu'il a été prononcé. Alors, cette formation, hein, je le rappelle, s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés. Donc, il existe, pourquoi je le précise, parce qu'il existe d'autres dispositifs qui ne seront pas évoqués lors de cette formation, puisque ce sont des dispositifs qui sont réservés aux entreprises de plus de 50 salariés. À l'aune de la crise économique, l'entreprise qui entend réduire sa masse salariale peut avoir recours à d'autres dispositifs pour faire face à la crise que le licenciement économique. Alors, l'employeur peut avoir recours alors c'est au choix, hein, pour réduire sa masse salariale. L'employeur peut procéder soit à la réduction des effectifs, soit également à la réduction du coût du travail. Il n'y a pas 36 manières, hein, de réduire la masse salariale. La réduction du coût du travail, pour réduire donc, ce coût du travail, l'employeur peut avoir recours à des dispositifs, hein, qui sont prévus par la loi et attention, hein, parce que l'employeur devra négocier dans ce cas précis un accord d'entreprise. Alors, ces recours sont l'APC, c'est l'accord de performance collective. On va le voir plus en détail, hein, juste après, enfin du moins de quoi s'agit-il plus exactement. Et également un autre dispositif qui est récent, les créations de la loi du 17 juin 2020, qui est l'APLD, l'activité partielle longue durée. Alors, ces deux dispositifs, comme je vous le disais, impliquent un accord d'entreprise, hein, à la base pour qu'ils puissent être mis en œuvre, pour que ces deux dispositifs puissent être mis en œuvre. À côté de la réduction du coût du travail, l'employeur peut opter aussi pour la réduction de ses effectifs. Alors, la réduction de ses effectifs, comment, hein, réduire ses effectifs indépendamment du licenciement économique? Depuis peu, se sont développés des modes sui generis, hein, de rupture du contrat de travail, échappant à la sphère économique. Alors, vous connaissez, la majorité, hein, de ceux qui sont présents, la RCI, la rupture conventionnelle individuelle, mais vous avez également les ruptures conventionnelles collectives. Et je ne l'ai pas indiqué donc, dans ce cadre, mais vous avez aussi un mode de rupture sui generis du contrat de travail qui est l'APLD, donc l'APC, l'accord de performance collective,
qui, lorsque les salariés refusent cet accord, donc à la base, il y a un accord collectif qui doit être mis en place, mais le salarié, on le verra, est libre d'accepter ou pas les conditions de cet accord, puisqu'il va y avoir un impact sur les conditions de travail du salarié. Si le salarié refuse la modification de son contrat de travail, eh bien, la conséquence est un licenciement pour le salarié qui n'est pas un licenciement économique, c'est un licenciement sui generis, c'est une rupture du contrat de travail à part. Voilà, à l'instar un petit peu du licenciement individuel inhérent à la personne du salarié, pardon, plutôt inhérent à la personne du salarié. Et il existe également, à côté donc, de ces ruptures conventionnelles collectives, ruptures conventionnelles individuelles et l'APC, l'accord de performance collective, lorsqu'il donne lieu à un refus du salarié, il y a également le contrat de sécurisation professionnelle qui, lui, par contre, est lié au licenciement, enfin à la procédure de licenciement économique. On l'abordera un petit peu plus tard. Alors, lorsque cette situation économique est obérée, eh bien, à ce moment-là, malheureusement, l'employeur n'a pas d'autre choix que de procéder au licenciement économique. Alors là, je n'y reviens plus, sauf sur ses conséquences, on le verra, puisque on l'a vu lors de la première formation. Alors, je m'arrête un petit peu sur ces modes alternatifs au licenciement économique. Et essentiellement, on va démarrer sur ce que je vous disais, les ruptures du sui generis du contrat de travail, ceux qui échappent à la sphère économique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à reposer sur un motif économique. Alors, la rupture conventionnelle individuelle que tout le monde est censé connaître, qui est une rupture amiable du contrat de travail. Alors, liée en fait à la formation d'aujourd'hui et à la crise sanitaire et économique qui va certainement s'en suivre, la question se pose de la compatibilité entre cette rupture conventionnelle individuelle et le licenciement pour motif économique. La question avait d'ailleurs été posée, Katia, c'est bien ça, lors de la première formation. Lors de la première formation. Est-ce que vous pouvez je sais à peu près, mais peut-être nous rappeler la question qui avait été posée? Non. Précisément, non. Alors, de mémoire, je crois que c'est Céline Ponce qui était présente de mémoire qui avait posé la question. Alors, je ne sais pas si Céline se souvient exactement de sa question, mais je crois que c'était vous qui aviez posé la question. Alors, de mémoire, c'était celle de savoir si l'employeur doit comptabiliser, je crois, est-ce que l'employeur doit comptabiliser les ruptures conventionnelles si par la suite il entend procéder à des licenciements économiques pour justement savoir si le seuil si on est dans les petits licenciements ou dans les grands licenciements selon les seuils des salariés concernés. Alors, pour répondre à cette question, donc, la semaine dernière, j'avais indiqué que les ruptures conventionnelles individuelles seraient abordées donc, cette semaine lors de cette formation. Vous avez deux types de ruptures conventionnelles. En tout cas, la réflexion doit porter sur est-ce que cette rupture conventionnelle, donc individuelle, est liée à un motif économique ou est-ce qu'il n'a pas du tout de cause à effet avec un motif économique? Alors, cette question, elle est un petit peu plus complexe en réalité parce que lorsque l'employeur procède à une rupture conventionnelle, c'est une rupture amiable avec le salarié et la question du motif ne se pose pas. On n'est pas dans le cadre d'un licenciement. Donc, quand vous procédez à une rupture conventionnelle, vous n'indiquez pas le motif du recours à la rupture conventionnelle. Sinon, ça n'a pas de sens. On n'est plus dans un mode de rupture à l'amiable. Ceci étant, est-ce que la question quand même que l'employeur doit se poser, est-ce que ce licenciement s'inscrit ou non dans un processus économique, pour motif économique?
Si les ruptures conventionnelles résultent d'un processus non, pardon, je vais commencer par l'inverse. Si les ruptures conventionnelles ne sont pas liées à un motif économique, à ce moment-là, l'employeur, les règles applicables au licenciement économique ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle individuelle. C'est-à-dire que l'employeur n'a pas à en tenir compte. La seule limite, c'est la fraude à la loi. C'est-à-dire que face à la multiplication des ruptures conventionnelles, ces ruptures conventionnelles ne doivent pas apparaître comme la volonté de l'employeur de contourner les règles du licenciement économique. C'est toujours ça la limite. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est quand même cette question appelle à certaines ambiguïtés parce que, étant donné que la rupture conventionnelle n'a pas indiqué de motif, bon, ben, à ce moment-là, comment sait-on si elle est liée ou pas à un motif économique? Eh ben, tout dépend du contexte qui va s'en suivre ou du contexte dans lequel se trouve l'entreprise. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, donc une de mes clientes, alors je ne sais plus à l'époque, elle devait avoir, aujourd'hui elle a 20 salariés, donc on était dans un processus de réduction des effectifs, je ne sais plus, on va dire entre 25 et 30 salariés, enfin peu importe. Et donc l'entreprise s'était réorganisée et pour éviter d'enclencher la procédure de licenciement économique, on avait fait un lissage s'agissant des ruptures conventionnelles et puis également des changements d'affectation, de poste. Et je crois qu'il y avait eu à l'époque aussi des départs à la retraite. Bon, tout ceci, bien évidemment, dans un but d'éviter la procédure de licenciement économique et de devoir en fait payer des compensations financières. Parce que, bon, pour la petite histoire, ces licenciements faisaient suite des années après à la vague, dans les années 2012, des plans sociaux, des PSE. Donc, on était déjà à la seconde vague. Alors, eh bien, écoutez, il y avait eu à l'époque, je crois, 3 ou 4 ruptures conventionnelles qui s'étaient espacées dans le temps. Peut-être 2, 3 assez rapides dans le délai, peut-être dans les 2 mois, et puis les autres, elles étaient quand même assez espacées. Et alors, nous avions eu l'homologation par l'administration. Simplement, nous avions dû demander pour l'une des ruptures conventionnelles, alors c'était peut-être la 4e ou la 5e, mais quand même bien espacée dans le temps, l'autorisation donc de licencier parce que c'était un salarié protégé. Et là, l'administration, après enquête contradictoire, nous a dit, pourtant le salarié il n'y avait aucune ambiguïté, c'était pour lui une aubaine puisqu'il voulait quitter la société. Et à ce moment-là, l'administration nous a dit, c'est la dernière fois que je vous donne une autorisation. La prochaine fois, la rupture conventionnelle, je refuserai d'homologuer. Voilà. Donc, pendant les mois et voire les années qui ont suivi d'un point de vue stratégique, on s'est toujours posé la question de savoir si on tentait le risque de la rupture conventionnelle. Bon, bien évidemment, après, il y a une prescription. Il y a un moment donné où on ne se pose plus la question. Mais cette réorganisation ayant mis du temps parce que justement, nous n'avions pas eu recours à la procédure de licenciement économique, voilà, on s'est posé pendant longtemps cette question, à savoir, on risque de se voir opposer un refus de l'administration. Alors, en revanche, lorsque ces ruptures conventionnelles résultent d'un processus de réduction des effectifs, lorsqu'elles s'inscrivent à côté aussi d'une procédure enclenchée de licenciement économique, ces ruptures conventionnelles doivent être prises en compte. Pourquoi ? Pour déterminer la procédure d'information-consultation du CSE. On l'a vu lors de la première formation, à savoir pour les petits et les grands licenciements, vous avez une information et consultation qui est différente. Et l'éventualité d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Je vous l'ai quand même mis pour votre compréhension, bien que vous ne soyez pas concernés, puisque vous êtes des entreprises de moins de 50 salariés. Mais voilà, c'est pour situer un petit peu les conventions collectives individuelles, la rupture conventionnelle individuelle dans ce contexte.
Alors, la rupture conventionnelle individuelle doit se distinguer de la rupture conventionnelle collective, la fameuse RCC, hein, dont je vous parlais tout à l'heure dans le tableau là, que vous avez, qui est en bas, donc dans la réduction des effectifs. Alors, c'est une rupture du contrat de travail sui generis. Le dispositif de rupture conventionnelle collective permet d'organiser les départs volontaires par accord d'entreprise. Donc là aussi, il convient de négocier un accord d'entreprise pour avoir recours à ce type de rupture du contrat de travail. Ce dispositif, en réalité, en pratique, hein, il est à mi-chemin entre les licenciements économiques et les départs volontaires qui sont organisés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour des entreprises de plus de 50 salariés. Il est à mi-chemin entre les deux. Voilà, c'est un dispositif particulier puisqu'il implique un engagement de l'employeur du maintien de l'emploi. Autrement dit, pendant la durée de l'application de la rupture conventionnelle collective, hein, c'est prévu par l'accord collectif, aucun licenciement pour motif économique ne pourra être prononcé. Et il est à noter que la rupture conventionnelle collective n'a pas à être justifiée par un motif économique. Voilà. Donc l'accord collectif organise un ensemble de garanties, de contreparties, de modalités, mais la rupture conventionnelle collective est basée sur le départ volontaire des salariés, mais elle n'est pas liée à un motif économique. Le contrat de sécurisation professionnelle, qui je reviens sur le tableau, vous le trouvez donc toujours dans la réduction des effectifs, qui est une alternative au licenciement économique, mais à la différence de la RCC, par exemple, le contrat de sécurisation professionnelle est lié à la procédure de licenciement économique. C'est un dispositif d'accompagnement qui n'est pas facultatif pour accompagner les salariés licenciés économiquement. Il est obligatoire pour toutes les entreprises ayant moins de 1000 salariés. Donc, vous êtes complètement dedans, vous rentrez dans ce seuil, puisque la formation s'adresse à des entreprises de moins de 1000 salariés. Vous avez donc l'obligation de proposer ce contrat de sécurisation professionnelle si vous enclenchez une procédure de licenciement économique. Alors, la conclusion du CSP, donc de ce contrat de sécurisation professionnelle, entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord. Et dans ce cadre-là, le salarié renonce à effectuer son préavis, il ne percevra pas d'indemnité de préavis et il percevra en revanche l'indemnité de licenciement. Alors, le préavis n'est pas effectué, il n'est pas payé en tant que tel, mais l'employeur doit verser ce préavis à Pôle emploi, qui fera l'objet, c'est de cette manière que l'employeur contribue au contrat financièrement, hein, sa contribution financière au contrat de sécurisation professionnelle. Alors, pourquoi ce dispositif il est avantageux pour le salarié à plusieurs titres. Parce que le salarié peut bénéficier d'actions personnalisées de reclassement. Donc, en fonction de ses besoins, on va pouvoir lui proposer un bilan de compétences et des mesures d'appui social, psychologique, des mesures d'orientation. Et il bénéficiera également d'une allocation spécifique versée par Pôle emploi, l'ASP, après la rupture de son contrat de travail. Alors, l'allocation spécifique, elle est avantageuse pour le salarié. Il n'y a pas il n'y a pas de condition d'ancienneté requise pour le salarié pour pouvoir bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. En revanche, lorsque le salarié a moins d'1 an d'ancienneté, il ne peut pas percevoir l'allocation spécifique versée par Pôle emploi. Il aura droit au contrat de sécurisation professionnelle, mais auquel cas, ça sera l'allocation
l'ARE qui sera versée et pas l'allocation spécifique donc, concernant ce contrat de sécurisation professionnelle. Alors, c'est là où, d'ailleurs, on peut se poser la question, étant donné que les licenciements économiques peut aboutir à la proposition, enfin, doit aboutir à la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et donc, surtout, à la possibilité pour le salarié d'y adhérer. C'est la différence avec je reviens sur la rupture conventionnelle individuelle, parce que si la rupture conventionnelle individuelle intervient dans un cadre économique, vous voyez, enfin, c'est-à-dire que le salarié est informé des difficultés de l'entreprise, il risque de vous opposer un refus dans la négociation. Il risque de dire moi, je suis plutôt intéressé par cette rupture, donc le licenciement économique, enfin, je suis plutôt intéressé par la procédure de licenciement économique pour pouvoir bénéficier de ce fameux CSP. Pourquoi ? Parce que, écoutez, la procédure de licenciement économique permet de faire bénéficier le salarié, d'abord des recherches de reclassement, de ce fameux CSP avec une allocation qui est plus avantageuse que l'allocation versée par Pôle emploi. Elle est à hauteur de 75% du salaire journalier de référence. Et c'est une indemnisation également qui est spécifique et immédiate. Donc, vous n'avez pas de carence Pôle emploi et il n'y a pas donc de différé d'indemnisation. Contrairement à une rupture du contrat de travail classique ou bien également le licenciement économique. Je m'explique. Si la procédure de licenciement économique, in fine, aboutit à licencier le salarié de façon économique sur ce terrain-là, c'est-à-dire s'il n'accepte pas le bénéfice du CSP, il aura un différé d'indemnisation. S'il accepte le bénéfice du CSP, il n'a pas ce différé d'indemnisation. Alors je ne rentre pas plus dans les détails, mais tout ça pour vous dire et vous sensibiliser sur le fait que, attention, les ruptures conventionnelles individuelles dans un contexte économique ne sont pas si simples à négocier parce qu'il s'agit d'une rupture amiable, parce que le salarié est plutôt enclin à ce que l'employeur procède ouvre la procédure de licenciement économique pour les raisons que je vous ai évoquées. Autre chose aussi est l'indemnité de rupture conventionnelle. On sait que l'indemnité de rupture conventionnelle est le minimum prévu par la loi ou la convention collective. Alors là, attention, parce que vous avez certaines conventions collectives, donc j'attire votre attention sur le fait que vous avez des dispositions spécifiques s'agissant de licenciement économique. Alors, certaines l'ont, d'autres n'ont pas. Alors, lorsque la convention collective prévoit une indemnité conventionnelle pour motif économique plus avantageuse que pour un motif inhérent à la personne du salarié, par exemple, eh bien, à ce moment-là, rien ne vous empêche de faire bénéficier pour négocier une rupture conventionnelle individuelle, puisqu'on n'est pas censé savoir qu'il s'agit d'un motif économique, sauf s'il s'inscrit vraiment à côté, parallèlement à une procédure économique de licenciement. À ce moment-là, vous pouvez toujours faire bénéficier le salarié de cette indemnité, puisque l'indemnité minimale n'est pas, s'il s'agit d'une indemnité minimale, l'employeur peut très bien aller bien au-delà. Voilà, c'était des points sur lesquels je souhaitais insister ce matin. Donc, j'en reviens maintenant au CSP, aux conditions donc, du contrat de sécurisation professionnelle. La question donc, qui doit se poser, j'imagine, ou alors vous auriez dû vous la poser, c'est à quel moment ce contrat de sécurisation professionnelle est-il proposé ? Alors, s'il s'agit des petits licenciements, alors je vous le rappelle, petits licenciements, c'est de 2 à 9 salariés. Il doit être donc proposé à ce moment-là à l'entretien préalable.
Et également, la question pour les petits licenciements, lorsque le licenciement est individuel. Pour les plus grands licenciements, il convient de proposer le CSP lors de la dernière réunion avec le CSE. Et le salarié disposera de… Non, pardon, pour les petits, il y a une faute. Pour les petits licenciements, c'est pour les licenciements individuels que le CSP doit être prévu à l'entretien préalable. Je corrigerai le support, ce slide. Et pour les autres licenciements, le contrat de sécurisation professionnelle doit être proposé lors de la dernière réunion avec le CSE. Et ensuite, le CSE, le salarié, disposera d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle à compter de la remise du document. Alors, je me permets de vous interrompre. Il y a deux questions oui. de Sandrine sur des points techniques. Donc, elle revient sur le différé de 7 jours. Non pas celui qui lie au nombre de jours de congés payés du salarié indemnisé par l'employeur. Donc, elle voulait avoir une précision. Et la deuxième question, toujours de Sandrine, qui est dans le cadre de la rupture CSP, doit-on bien verser l'indemnité conventionnelle pour motif économique? Je n'ai pas entendu la dernière question, pardon. Dans le cadre de la rupture CSP, doit-on bien verser l'indemnité conventionnelle pour motif économique? Oui, d'accord. Alors, pour la première question, s'agissant donc du différé en fait, d'indemnisation, également de la période, là, ces fameux, alors je crois que c'est 8 jours. Non, en matière de contrat de sécurisation professionnelle, il n'y a pas, puisque c'est ce que je vous disais, cette indemnisation est immédiate. Voilà, donc il n'y a ni un délai de carence, ni un différé d'indemnisation. Elle est immédiate, il n'y a aucune autre condition. Voilà, d'où l'avantage de recourir au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation, pour répondre à la deuxième question, le contrat de sécurisation professionnelle, contrairement aux autres modes alternatifs de rupture conventionnelle, lui, il est vraiment lié à la procédure de licenciement économique. Donc, on suit le schéma de la procédure de licenciement économique. À la seule différence, c'est que le salarié n'effectuera pas son préavis et il est directement, d'où l'intérêt, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différé d'indemnisation, c'est qu'il est pris, il n'effectue pas son préavis et il est pris directement en charge par Pôle emploi. Et donc, poursuivre des actions de formation et il bénéficiera aussi d'une allocation. Mais en revanche, comme le dispositif suit les règles de la procédure de licenciement économique jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au moment de la rupture du contrat de travail, bien évidemment, le salarié bénéficiera de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il y a juste le paramètre, si vous voulez, qui diffère, c'est au niveau du préavis et ensuite, surtout pour le salarié, d'être accompagné différemment par Pôle emploi. Voilà, s'agissant du contrat de sécurisation professionnelle. Parce que je fais une parenthèse sur le contrat de sécurisation professionnelle. Une fois que la procédure de licenciement économique arrive donc à son terme, si le salarié accepte le bénéfice du CSP, à ce moment-là, dans la procédure, l'employeur rompra le contrat de travail avec le salarié, mais lorsqu'il lui enverra cette fameuse lettre en fait, de rupture, elle est calquée un petit peu, disons qu'on préconise qu'elle soit calquée sur celle du licenciement économique. La différence, c'est que ça sera une rupture du contrat de travail pour acceptation du bénéfice du CSP, et ça ne sera pas une rupture du contrat de travail, licenciement économique. Mais bon, en pratique, ça produit exactement les mêmes effets, sauf ce que je viens de vous dire. Et si le salarié n'accepte pas le CSP, à ce moment-là, l'employeur lui enverra une lettre de licenciement classique pour motif économique. Voilà. Donc, il n'y a pas grande différence, si ce n'est que des avantages qui sont pour le salarié, d'y recourir.
Alors, une autre alternative au licenciement économique, et là je reviens sur le tableau, nous sommes sur la réduction là, du coût du travail. Donc, à côté, hein, si l'entreprise souhaite éviter la réduction de ses effectifs, l'employeur peut également décider de réduire le coût du travail. Alors pour cela, vous avez deux dispositifs vous concernant, hein, entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent être mis en place. Donc le recours à l'accord de performance collective. Alors là aussi, hein, attention, il s'agit de négocier un accord collectif d'entreprise avec les délégués syndicaux, enfin lorsqu'il existe des délégués syndicaux. L'accord de performance collective, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, cet accord peut aboutir, in fine, à diminuer la rémunération des salariés ou aménager la durée du travail. Donc, ce qui n'est pas anodin. Et vous imaginez bien que, ça c'est la conséquence, hein, que lorsque des accords d'une telle ampleur, enfin c'est pas d'une telle ampleur, mais avec un tel impact plutôt, sont négociés, des contreparties acceptables sont souvent demandées donc, par les délégués syndicaux pour faire passer la pilule, hein. Voilà, parce qu'il y a un impact quand même qui est non négligeable sur les conditions, sur le contrat de travail et les conditions de travail du salarié. Pour avoir recours donc à cet accord de performance collective, il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit confrontée à de graves difficultés économiques conjoncturelles, hein. La finalité, donc l'objectif de la conclusion de cet accord, c'est de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, d'amélioration de sa compétitivité et de permettre de préserver, voire de développer l'emploi. Alors, les salariés ont la faculté de s'opposer à la modification contractuelle, puisque bien évidemment s'ensuit une modification contractuelle de leur contrat de travail, mais ce refus ouvre un droit donc à l'employeur, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est d'engager une procédure de licenciement à leur encontre, qui sera donc un licenciement sui generis, hein, qui n'a rien à voir avec le licenciement économique. Voilà, pour l'APC. Alors, pour revenir pour l'APC, il y a une question qui vient d'arriver, je vous interromps, de Céline, qui demande si en l'absence d'IRP, est-il possible de rédiger un APC via décision unique de l'employeur? Est-ce que vous pouvez répéter la fin de la question? Ça a coupé. Si en l'absence d'IRP, est-il possible de rédiger un APC via décision unique de l'employeur? Alors, la négociation de l'accord collectif pour l'APC, s'applique les règles de la négociation de l'accord collectif d'une manière générale, que ce soit l'APC ou un autre accord collectif. Donc, de deux choses l'une, soit vous disposez au sein de l'entreprise de délégués syndicaux, et auquel cas c'est la négociation qui s'applique, les règles de la négociation collective qui s'appliquent, c'est-à-dire un accord majoritaire, hein, de la signature par les organisations syndicales représentatives représentant au moins 50% des salariés, à défaut au moins 30% des salariés et approuvés par les salariés concernés. Donc, ce sont les règles classiques de négociation d'un accord collectif pour qu'il soit mis en place. Lorsque l'entreprise est dépourvue de délégués syndicaux, là, tout dépend du seuil, hein, de l'entreprise, plus ou moins 11 salariés. Donc, lorsque l'entreprise est dépourvue du CSE, elle a toujours la possibilité de recourir au référendum, hein, qui est d'application, n'est-ce pas, récente, hein, ce fameux référendum dans l'entreprise.
Et donc jusqu'à 20 salariés, c'est possible. Et également, il peut être, lorsque vous avez plutôt des membres élus au CSE, il peut être négocié avec le CSE. Voilà. Donc, je poursuis sur l'APLD, donc l'APLD qui est l'activité partielle longue durée. Alors, dispositif récent, la loi du 17 juin 2000, je pense que c'est un dispositif qui peut réellement et qui va intéresser les entreprises pour éviter d'avoir recours au licenciement économique, et surtout également parce que vous savez que l'activité partielle va être réformée au 1er janvier 2021, puisque les dispositions actuelles s'arrêtent au 31 décembre 2020. Ça ne veut pas dire qu'elles ne continuent pas pour ceux d'entre vous qui ont fait appel à l'activité partielle après le 31 décembre 2020, mais en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2021, un autre régime sera mis en place pour les demandes qui seront faites à compter donc de cette date. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, puis bon, peut-être que d'ailleurs, ça sera évolutif, mais en tout état de cause, il y aura un impact non négligeable puisque l'allocation d'activité partielle le taux horaire sera inférieur, et également, vous avez des durées qui vont être raccourcies. D'où peut-être ou pas d'ailleurs l'intérêt. En tout cas, ce dispositif existe, c'est donc de recourir à la PLD, à l'activité partielle longue durée. C'est un dispositif qui est alternatif à l'activité partielle. Il nécessite également un accord collectif pour pouvoir le mettre en place. Il permet aux entreprises de pouvoir faire face à une baisse durable de l'activité en bénéficiant d'un dispositif équivalent à l'activité partielle. Juste pour votre information, il s'agira donc de 70% de la rémunération brute, donc de la même chose que l'activité partielle, l'indemnisation à son origine, au début, lors du premier confinement. Donc, c'est un dispositif qui peut être avantageux pour certaines entreprises. Alors, il est accordé pour une durée plus longue que l'activité partielle, puisqu'il peut aller jusqu'à 36 mois, voilà, sur une période de 36 mois. L'entreprise, en contrepartie, il y a toujours des contreparties, puisque les accords collectifs sont négociés, doit s'engager à assurer le maintien de ses emplois. Et donc, c'est un dispositif qui permet de placer les salariés en activité partielle de manière durable en s'engageant en contrepartie à ne pas licencier, ce qui est logique. Alors moi, je voulais vous informer que la PLD fera l'objet d'un webinaire spécifique qui sera organisé en début d'année 2021. Comme ça, on pourra le voir de façon plus approfondie ensemble. Voilà, donc j'en ai terminé sur les modes alternatifs au licenciement économique. Est-ce que vous avez des questions avant de faire une petite pause, puisqu'on vous a préparé avec Katia un quiz, et puis ensuite je reviendrai moi vous parler des suites du licenciement, des conséquences du licenciement. Y a-t-il des questions, Katia? Pour le moment, non. C'est le moment, sinon on y reviendra un petit peu à la fin de ce webinaire. Non, pas de questions. Bah, écoutez, je vous propose, Audrey, de passer au petit quiz qu'on a préparé. Oui. Je vais lancer le quiz. D'accord. Je vous propose donc à toutes, parce qu'aujourd'hui ce sera à toutes, voilà, de répondre à quelques questions. Il y a quatre questions en fait qui vous sont proposées. Je reviens tout à l'heure. Exactement. Merci Audrey. Et donc, je vous propose de répondre au premier sondage. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui constitue un motif non inhérent à la personne du salarié, donc un licenciement économique? Donc, je vous laisse répondre. En fait, vous avez 4 questions. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce premier questionnaire, à ce premier quiz.
concernant le licenciement économique. Je vous laisserai 1 minute à chaque fois pour répondre. Voilà, il vous reste que quelques secondes pour répondre à cette première question et on passera au deuxième sondage. Merci pour toutes les personnes qui ont répondu. Voilà, je vous propose de passer au deuxième sondage. Ah, je vous partage, voilà, rapidement. On reviendra dessus. On reviendra dessus avec Audrey pour vous expliquer les réponses. Je vous demande juste un instant. Je suis dans l'impossibilité de passer à la deuxième question. Je suis désolée. Un problème technique. Désolée, j'ai un problème technique. Alors là, ça relance le... Je suis désolée, hein, il y a un problème technique. Je ne peux pas passer aux questions suivantes.
Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Avez-vous? Je n'ai pu vous adresser en fait que la première question du sondage. Il ne s'enclenche pas sur les autres questions. Donc, je suis désolée. Problème technique. Un petit peu, du coup. En attendant, si vous avez des questions, je veux bien les synthétiser pour qu'on puisse échanger ensuite après avec Audrey, si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Vous souhaitez qu'on revienne sur certains points avant d'aborder ensemble la deuxième partie, que sont les obligations en fait après licenciement économique. Je vois si je peux effectivement régler ce problème technique. En fait, j'avais plusieurs sondages à vous proposer. Alors, je vois qu'Audrey essaye de revenir nous rejoindre. Oui. Audrey, vous m'avez entendu? Oui, oui. En fait, on a pu répondre à la première question, mais j'ai un problème technique, je n'ai pas pu passer au deuxième sondage. Donc, il n'y a eu que la première question qui a pu être répondue. Et en fait, je vais vous partager les réponses. Sinon, on peut peut-être le faire juste à haute voix et puis par écrit. Ouais. C'est moins... Et en fait, à la première question, donc, qu'est-ce qui constitue un motif non inhérent à la personne du salarié et non à un motif économique, et donc un motif économique. Et donc, en fait, tout le monde a répondu, à part une personne, à la dernière proposition. Donc, c'est concernant le refus du salarié d'accepter un changement de poste. Tout le monde s'est positionné sur cette réponse. Je ne sais pas si vous vous souvenez des questions. il faudrait que je puisse l'avoir sous les yeux. Alors, attendez, je vais les reprendre. Je me connecte justement à ma messagerie pour les reprendre ensemble. Alors, la première question qu'on avait évoquée ensemble, ça, bon, elles vont être posées oralement. Donc, constitue un motif non inhérent à la personne du salarié et donc à un licenciement économique. Première possibilité, l'incapacité du salarié à s'adapter à la réorganisation de l'entreprise. Deuxième solution, proposition, le refus du salarié d'accepter de nouvelles méthodes de travail. Et troisième possibilité, le refus du salarié d'accepter un changement de poste de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. D'accord. Et donc, le choix se positionne sur la troisième proposition. À l'unanimité? Quasiment. Oui. 5 personnes, oui. Voilà. Et donc, ensuite, je vais revenir moi sur ma messagerie. Les causes économiques. Deuxième question. Et donc là, il va falloir qu'on réponde au fur et à mesure parce que moi, je n'ai pas du coup pu les diffuser comme contenu. Les causes économiques de licenciement visées par le Code du travail, à savoir tout ce qui est lié à la réorganisation, difficultés économiques, mutations technologiques et cessation d'activité, sont première proposition limitative ou deuxième proposition non exhaustive. Si vous souhaitez, vous pouvez répondre par écrit, qu'on puisse partager ensemble. Alors, est-ce que vous avez
la réponse. Alors, je répète la question, effectivement, juste un instant. Les causes économiques de licenciement visées par le Code du travail sont limitatives, première proposition, ou non exhaustives, deuxième proposition. Il fallait assister à la première formation. Alors, les premières réponses arrivent. Eh ben, on a bien fait de poser, je vois les réponses, on a bien fait de faire Alors, eh ben voilà, vous avez 50-50. A priori, on penche plutôt sur la limitative. Je vous laisse répondre, Audrey. Non, c'est non exhaustif. Exactement. Alors, en pratique, les motifs sont ceux visés par le Code du travail, puisqu'ils reprennent d'ailleurs maintenant les motifs de la jurisprudence, hein, qui ont fait débat auprès des tribunaux pendant de nombreuses années. Je n'ai pas eu là d'autres motifs vraiment qui étaient invoqués parce que les difficultés économiques aujourd'hui sont donc consacrées par le Code du travail et sont quand même assez explicites. Donc voilà. Après, on peut toujours faire preuve d'imagination. Mais en pratique, alors, d'un point de vue théorique, non, parce que d'ailleurs, le Code du travail précise au début de l'article, notamment, lorsqu'il prévoit les motifs économiques, donc ce fameux notamment. Mais en pratique, beaucoup de motifs sont exposés et sont consacrés maintenant. Voilà. D'accord. Autre question. Donc, troisième question. Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour cause économique. Première proposition, l'importante baisse de chiffre d'affaires et la diminution des commandes de plus de 50% en comparaison avec la même période de l'année précédente. Deuxième proposition, la décision de fermer un service qui n'est plus rentable pour l'entreprise. Et troisième proposition, la fermeture d'un département pour cause de cessation d'activité. Je vous laisse répondre par écrit. Je vous repose la question. Donc, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique. Choix 1, l'importante baisse de chiffre d'affaires et la diminution des commandes de plus de 50% en comparaison avec la même période de l'année précédente. Choix 2, la décision de fermer un service qui n'est plus rentable pour l'entreprise. Et choix 3, la fermeture d'un département pour cause de cessation d'activité. Alors, les premières réponses arrivent. Je laisse quelques instants. Bon, il y a 3 personnes qui ont répondu et qui se portent a priori. Alors, il y a une hésitation entre le choix 1 et le choix 3. Et c'est plutôt le choix 3 qui l'emporte, qui sort du lot. Une hésitation entre la réponse 1 et la réponse 3. Je vous laisse répondre, Audrey. Oui, alors il y avait un piège. Alors effectivement, il s'agissait de la réponse 1, s'agissant bien sûr de la taille de l'entreprise, mais vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés. Alors, pourquoi le choix 3 et le choix 2 ne constituent pas des causes de licenciement réel et sérieuses de licenciement économique? Alors, vous pouvez répéter, ce que je n'ai pas sous les yeux exactement, le troisième. Le troisième, c'est la fermeture d'un département pour cause de cessation d'activité. Voilà. Alors, la fermeture d'un département. Alors, pour cause de cessation d'activité. Alors, la cessation d'activité, on l'a vu, c'est un motif autonome de licenciement économique à côté de la réorganisation et des difficultés économiques et également de la mutation technologique. Mais comme on l'a vu, la cessation d'activité doit être totale, c'est-à-dire qu'elle doit concerner l'ensemble de l'entreprise. Et la cessation d'activité d'un secteur, enfin d'un département ou d'une équipe entière n'est pas une cause réelle et sérieuse et une cause autonome de cessation d'activité.
Donc, elle doit faire appel à la procédure de licenciement économique, bien évidemment, mais basée sur d'autres motifs. Voilà, la réorganisation, les difficultés économiques, mais la cessation d'activité doit être totale. Donc, c'est fermeture de l'entreprise. Voilà. Et le choix 2, c'était, je ne me souviens plus, mais personne ne l'a mis. Mais... Non, personne n'a proposé le choix 2. Le choix 2, c'était la décision de fermer un service qui n'est plus rentable pour l'entreprise. Alors là, fermeture d'un service pour le motif autonome de cessation d'activité, de toute façon, n'est pas possible. Et effectivement, il y a une notion de rentabilité, et rentabilité n'est pas un motif économique de licenciement, puisque soit l'entreprise doit faire des pertes, soit c'est pour assurer une meilleure compétitivité, mais le fait de vouloir réaliser des profits n'est pas un motif économique. Voilà. D'accord. Dernière question. L'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur est une obligation. Choix 1 de moyens, choix 2 de moyens renforcés ou choix 3 de résultats. Je vous laisse répondre. Là, les premières réponses arrivent. Ah, Isabelle demande quelques explications sur cette question. Vous pouvez lui apporter, Audrey. J'attends que... Enfin, vous me dites quand les personnes ont répondu. Là, il y a déjà quelques réponses. A priori, les réponses qui sortent, qui s'imposent, là, c'est le choix 2. Et du coup, voilà. Isabelle demande juste une précision. Je répète, l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur est une obligation. Choix 1 de moyens, choix 2 de moyens renforcés ou choix 3 de résultats. Alors, le choix s'oriente, voilà, plutôt sur le choix 2, donc effectivement, une obligation de moyens renforcés. Oui. C'est ce qui ressort à l'unanimité. Attendez, je vous ai perdu. Voilà. Oui, c'est une obligation de moyens renforcés. Évidemment, ce n'est pas une obligation de résultat. L'employeur n'a pas l'obligation, in fine, de reclasser le salarié. Mais il doit mettre en œuvre les recherches, toutes les recherches possibles pour reclasser ce salarié. Et il doit pouvoir ramener la preuve qu'il a effectué ces recherches de façon loyale et effective. Voilà. Donc, moyens renforcés. D'accord. Pas simplement. Voilà, on a terminé par rapport au quiz. J'ai juste Isabelle qui souhaiterait revenir sur la première question du quiz, si on a le temps de revenir dessus. Voilà. Je me repositionne juste sur la première question. On constitue un motif non inhérent à la personne du salarié et donc un motif économique. Choix 1, l'incapacité du salarié à s'adapter à la réorganisation de l'entreprise. Choix 2, le refus du salarié d'accepter de nouvelles méthodes de travail. Ou choix 3, le refus du salarié d'accepter un changement de poste de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Et donc, à cette réponse, c'était le choix 3. Bien ça, hein, Audrey? Oui. Oui. Voilà, comme ça, je revenais dessus à la demande d'une personne. Voilà, on a terminé pour le quiz. Désolée pour le problème technique. Alors après, il y a une petite subtilité, mais là, ce n'était pas la première réponse, enfin la première proposition de réponse. Alors, je ne sais plus exactement l'intitulé exact, mais quand on parle de réorganisation, c'est une simple réorganisation interne qui n'est pas liée à des motifs économiques. Parce que lorsqu'elle est liée à un motif économique, la réorganisation, on tombe bien évidemment dans le choix 3, lorsqu'elle est liée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, par exemple.
Donc, on en a terminé, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Mince. Voilà, très bien. Alors on est reparti au début. Voilà. Donc, les suites du licenciement économique. Donc, les conséquences du licenciement économique. Une fois que donc, vous avez procédé au licenciement économique du ou des salariés concernés, donc vous êtes censé avoir mis en œuvre la procédure de licenciement économique, la lettre de licenciement pour motif économique ou de rupture du contrat de travail lorsque le salarié a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle a été adressé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'employeur est encore tenu à certaines obligations après le licenciement économique d'un salarié. Alors, la première obligation, c'est la priorité de réembauchage. Cette priorité de réembauchage, eh bien, s'il s'avère que le poste, finalement, par la suite, n'est pas supprimé et que vous avez un poste en fait équivalent, il doit être proposé au salarié lorsque celui-ci, bien sûr, a fait connaître sa volonté de son souhait de bénéficier de cette priorité de réembauchage. Alors, elle est reconnue à tout salarié pour motif économique pendant 1 an, à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, bien sûr, si, comme je vous le disais, s'il manifeste le désir d'en bénéficier. L'employeur a l'obligation de faire mention de cette priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement et également ses conditions de mise en œuvre. Et l'employeur informera, c'est ce que je vous disais par la suite, le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Alors, que se passe-t-il lorsque l'employeur a omis cette mention donc de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement? Alors, l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement n'a pas pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Mais en revanche, il peut entraîner l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Lorsque le salarié indique sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage et que l'employeur ne respecte pas cette volonté, c'est-à-dire qu'il embauche un autre salarié. Quelle est la sanction? Donc, pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le non-respect de la priorité de réembauchage est sanctionné par une indemnité spéciale au moins égale à 1 mois de salaire. Là, c'est ce que dit le Code du travail. Et pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté, à ce moment-là, l'indemnité sera évaluée en fonction du préjudice subi. Le préjudice pour défaut de respect de cette priorité est distinct et peut se cumuler avec les dommages et intérêts éventuels qui seraient alloués en cas de licenciement, en cas de contestation du licenciement par le salarié et lorsque le licenciement sera considéré comme ne reposant pas sur un motif réel et sérieux. Voilà ce qu'on peut dire en gros de la priorité de réembauchage. Alors, une question de Sandrine qui demande comment se matérialise en pratique le souhait du salarié de bénéficier de cette priorité de réembauche. Par un écrit. Par un écrit. Par un écrit adressé à l'employeur. Voilà. Généralement, de nombreux salariés le font. Enfin, tout dépend des conditions dans lesquelles ils ont été licenciés. J'avais quelque chose à ajouter, mais ça me reviendra probablement
en cours de route. Alors, attention, juste à l'interdiction d'embaucher sous contrat à durée déterminée lorsque vous avez mis en place une procédure de licenciement économique. Cependant, cette embauche sous CDD ne concerne que les CDD de plus de 3 mois et pour le motif d'accroissement temporaire d'activité. Et cette interdiction est valable pendant les 6 mois qui suivent un licenciement pour motif économique. Ah oui, voilà. Alors, j'en viens maintenant au risque de recours devant le Conseil des prud'hommes lorsque le salarié venait à contester son licenciement économique. Et ce que je voulais vous dire sur la priorité de réembauchage qui est liée au recours éventuellement devant le Conseil des prud'hommes, c'est que, bon, on va les voir, mais quand bien même il s'agit de réparation d'un préjudice distinct, enfin d'un poste de dommages et intérêts distinct de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse, autrement dit, que le salarié, lorsque ses obligations ne sont pas respectées, ne pourra pas faire valoir un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, ce sont d'autres griefs. En revanche, en pratique, ce sont l'ensemble de ces griefs qui sont pris en compte par le juge. Je m'explique. Il est évident que si le licenciement, enfin que si le salarié invoque un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait de cumuler des manquements à ses obligations indépendamment du licenciement sans cause réelle et sérieuse, va avoir comme conséquence à jouer sur la crédibilité du licenciement. Vous voyez ? Donc, légalement, oui, il s'agit en fait de griefs séparés, mais en pratique, en fait, les juges vont analyser un contexte. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire, pour pas que ça ne soit que juridique. Alors, avant d'avoir un recours devant le Conseil des prud'hommes, l'employeur doit évaluer à combien va lui coûter la procédure de licenciement économique. C'est généralement les questions qui nous sont posées à nous, les conseils, et qui sont traitées avec les DRH, enfin les personnes en responsable des ressources humaines, à tout le moins. Donc, vous avez, indépendamment du recours, le minimum à verser aux salariés est celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congé payé. Alors, je ne reviens pas sur le point de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'est pas due lorsque le salarié accepte le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Néanmoins, du point de vue de l'employeur, ça ne change rien puisque l'équivalent de ce montant d'indemnité compensatrice est versé à Pôle emploi. Donc, l'employeur devra néanmoins verser donc, la contrepartie de cette indemnité et les indemnités donc, légales ou conventionnelles et celles des congés payés. Je reviens sur la première formation. Je vous l'avais déjà précisé, mais alors là aussi, attention, parce que selon le nombre des salariés concernés par le licenciement, donc s'il s'agit d'un petit ou d'un grand licenciement, vous allez vous heurter donc à la négociation avec le CSE et à ce moment-là, des contreparties peuvent être demandées par le CSE. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Vous allez donc vous heurter à un rapport de force avec les membres du CSE sur ces points, surtout s'il s'agit de grands licenciements. Un peu moins, puisque je vous le disais, il y a un peu moins finalement de marge de manœuvre pour les élus lorsqu'il s'agit de petits licenciements économiques. Donc là aussi, attention, il y a peut-être des indemnités selon la taille de votre entreprise, même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 salariés. Certains membres élus du CSE négocient des contreparties pécuniaires. Voilà, pour les salariés les plus âgés, pour les salariés qui à ne pas retrouver du travail, enfin tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Alors ça, c'est ce qui est dû pendant la procédure de licenciement.
À l'issue de la procédure du licenciement, eh ben, écoutez, il est loisible au salarié donc, de faire une action individuelle auprès du Conseil des prud'hommes et donc pour obtenir réparation du préjudice qu'il aura subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce moment-là, le non-respect de la procédure de licenciement, donc là on est sur le terrain de la procédure, l'indemnisation est plafonnée à 1 mois de salaire. Et la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse donne lieu à la fameuse indemnisation selon le barème macronique, hein, que maintenant tout le monde connaît, et il convient donc de se référer à ce barème pour voir en fonction de l'ancienneté du salarié ce à quoi il pourrait prétendre. Ensuite, Ah, Audrey, on ne vous entend plus. Audrey? Audrey, votre il y a une mauvaise... micro est fermé. Alors, juste un petit instant, je dois refaire j'ai besoin de... Enfin, bon, peu importe, je reviens dans 2 petites secondes. Hein, On va patienter. Voilà, donc je pense que vous étiez tous impatients d'avoir la suite. Alors, le non-respect de la procédure de licenciement, enfin, les dommages d'intérêt qui seront alloués pour non-respect de la procédure de licenciement ne sont pas cumulatifs avec les dommages d'intérêt alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à partir du moment où le salarié a plus d'1 an d'ancienneté. Et puis ensuite, je vous le rappelle, il y a également une indemnisation qui est possible si l'employeur ne respecte pas les critères d'ordre de licenciement. Voilà ce qu'on peut dire sur le recours excusez-moi, juste un petit instant. Ce qu'on peut dire donc sur le recours devant le Conseil des prud'hommes si par la suite un salarié entend contester le licenciement économique. Alors, il restera toujours possible, hein, tout au long de cette procédure judiciaire, de transiger hein, avec le salarié. Vous avez maintenant la rupture conventionnelle, hein, qui est un mode amiable de rupture du contrat de travail, mais il n'en demeure pas moins que les transactions sont toujours d'actualité. Et elles interviennent souvent dans le cadre d'une action judiciaire. Donc, voilà, la solution amiable est toujours possible. Voilà, moi j'en ai terminé. Il y aura peut-être des questions. Oui, il y a des questions qui sont arrivées a posteriori sur la priorité de réembauche. Oui. Sandrine voulait savoir si l'employeur devait informer le salarié qu'il pouvait faire une demande de priorité de réembauche. Et est-ce que cette information doit apparaître dans la lettre de licenciement? Troisième question, c'est quelles sanctions en cas d'absence de mention, le cas échéant? Oui, alors c'est ce que je vous disais, hein, vous les avez... Ah, ça a été bloqué. Voilà. Vous les avez ici. Donc, pour répondre à votre interrogation, il s'agit d'une obligation de l'employeur qui doit figurer dans la lettre de licenciement. Donc, oui, l'employeur doit informer le salarié de cette priorité de réembauchage à cette occasion. La deuxième question
C'était celle de… Je me souviens de la troisième et pas de la deuxième. Alors, la deuxième, c'était est-ce que ça devait figurer effectivement sur la lettre de licenciement? Et la troisième, c'est quelles sanctions en cas d'absence de mention, le cas échéant? Alors, c'est des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Donc, tout dépend le préjudice qu'il invoquera. Vous voyez, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Ça questions? dépend de son ancienneté, ça dépend du poste qui est proposé. Voilà. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on revenir sur certains points? Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous avez d'autres questions peut-être? Alors, j'ai peut-être quelque chose à ajouter d'une manière générale dans le contexte actuel Allez-y. donc du Covid pour clôturer cette formation. C'est que les règles du licenciement économique, finalement, sont assez récentes. Et elles ont été issues après, elles résultent en fait du choc pétrolier de l'époque. Et donc, c'était intéressant. En tout cas, c'était une réflexion, d'ailleurs, j'avais partagée avec Katia, c'est-à-dire à savoir, après le Covid, ben, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir des réformes? Alors, la réponse, hein, c'est des pistes de réflexion, on ne peut pas encore la connaître. Toujours est-il que le licenciement économique a été énormément réformé ces dernières années en faveur de l'employeur. Et plutôt, on assiste aujourd'hui, vous savez, la tendance est plutôt à la négociation collective. Hein, on vous parle tout le temps du dialogue social. Et donc, c'est plutôt d'aller sur le terrain de la négociation des accords collectifs et d'où l'utilité d'avoir abordé aujourd'hui les alternatives, les dispositifs alternatifs au licenciement économique. Mais en tout cas, c'est une réflexion. Alors, le licenciement économique ne sera peut-être pas réformé en tant que tel après le Covid, mais en tout cas, on le voit bien que la crise sanitaire et probablement la crise économique amènent à des dispositifs spécifiques et plutôt de longue durée, comme par exemple la PLD, l'activité partielle de longue durée. Voilà, affaire à suivre. Il y aura peut-être d'autres dispositifs entre-temps et à mon avis qui seront basés quand même sur la négociation d'un accord d'entreprise, puisque c'est la tendance aujourd'hui. Voilà. APLD qui, je vous le répète, fera l'objet d'un webinaire spécifique en début d'année 2021. Une dernière question qui vient d'arriver de Céline sur l'impossibilité effectivement pour l'entreprise d'embaucher un CDD de plus de 3 mois dans les 6 mois qui suivent un licenciement économique. Et donc la question, c'est peut-on réembaucher un CDD de plus de 3 mois sur une personne licenciée économiquement durant cette période des 6 mois dans le cadre d'une priorité de réembauchage? J'avoue ne pas bien comprendre votre question. Alors, vous savez que dans la période qui suit, dans la période des 6 mois qui suivent le licenciement économique, il n'y a pas de possibilité d'embauche d'une personne sur des contrats supérieurs à 3 mois. Que se passe-t-il dans le cas d'une priorité de réembauchage si on réembauche cette personne pour un CDD de plus de 3 mois sur cette période des 6 mois? Oui, alors à ce moment-là, eh ben, écoutez, la question se pose parce qu'il s'agira quand même de faire bénéficier cette priorité donc, de réembauchage, mais il demeurera toujours la difficulté de l'accroissement temporaire d'activité. Vous voyez, c'est toujours un petit peu délicat parce que lorsque l'entreprise procède à des licenciements économiques, elle doit avoir réfléchi à ses conséquences. Et donc, en principe, le licenciement économique est antinomique avec l'accroissement temporaire d'activité. Vous voyez ? Donc, à mon avis, c'est quand même très délicat de réembaucher, puisque de toute façon, c'est une interdiction. Ça ne l'est pas, par exemple, pour remplacer un salarié en arrêt, par exemple, congé maternité ou ce genre de choses. Mais pour accroissement temporaire d'activité, c'est antinomique par rapport à la procédure de licenciement économique.
Et alors, ce genre de questions, enfin, pas, j'ai dit ce genre, pas cette question précisément, mais est souvent posée, je vous le disais la dernière fois, parce que l'employeur procède à des licenciements économiques, et puis alors ensuite, il crée des postes similaires à ceux qui ont été supprimés, vous voyez. Alors là aussi, attention, c'est ce que je disais, ce qui compte, c'est la réalité de ce qui se passe au sein de l'entreprise et pas ce qui est écrit, par exemple, sur une job description ou une nouvelle embauche ou un contrat de travail. Donc, s'il n'y a pas de contestation par la suite, ce n'est pas bien grave. En revanche, si vous avez une contestation, oui, l'employeur va se heurter à toute cette, à toutes ces, tous ces paramètres-là, vous voyez, sauf lorsqu'il s'agit d'une interdiction formelle prévue par le Code du travail. Voilà. Ce qui est un peu normal, enfin, c'est une question de bon sens. Hein. D'un côté, si on licencie pour motif économique, on ne peut pas prôner le fait d'embaucher pour un accroissement temporaire d'activité. Vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va clôturer du coup sur cette dernière question ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation très active cette fois-ci encore. Le webinaire sera bientôt à votre disposition en replay. Pour les personnes qui ont participé, effectivement, on vous enverra le support de présentation, les 2 supports de présentation. Merci beaucoup à Audrey pour cette animation et je vous retrouve très prochainement pour nos prochains webinaires. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci Audrey, au revoir.